Le 8 janvier 2025, un satellite européen à la recherche d'aquifères souterrains survola les Highlands écossaises. Sa mission n'avait rien à voir avec des monstres. Cependant, ce qu'il découvrit sous la surface du lac Ness changea tout. Les données ne confirmèrent pas la légende, mais brisèrent les limites de ce que les scientifiques croyaient capable de survivre dans ces eaux. Ce que le radar révéla ne fut pas une créature, mais une route secrète cachée dans la roche, reliant le lac Ness à quelque chose de bien plus grand. Pendant 90 ans, le monstre du lac Ness fut recherché au mauvais endroit et sous des hypothèses erronées. Maintenant, le mystère n'est plus de savoir si quelque chose habite le lac, mais ce qui entre et sort constamment, et comment cela a pu rester caché tout ce temps. Un lac sculpté par la glace, gardé par des suppositions. Le lac Ness contient plus d'eau que tous les lacs d'Angleterre et du pays de Galles réunis. C'est une fosse longue et sombre qui s'étend sur 37 km et à travers les Highlands écossaises. Dans la plupart de ces sections, il n'a à peine qu'1,5 km de large, mais ses profondeurs descendent jusqu'à presque 245 mètres dans les sections les plus profondes. Le lac a été sculpté à la fin de la dernière glaciation, lorsque des glaciers massifs ont creusé un canal à travers la faille de Great Glen. Lorsque la glace se retira, l'eau de fonte remplit le bassin, créant l'immense et glaciale masse d'eau que nous connaissons aujourd'hui. Pendant des siècles, il sembla être isolé. Le lac était situé à l'intérieur des terres, entouré de collines escarpées et de forêts, séparé de la mer ouverte. Cela changea en 1822, lorsque les ingénieurs achevèrent le canal de Calédonie, reliant le lac à la mer, du nord à Inverness, à 60 km de distance. À partir de ce moment, les bateaux pouvaient traverser l'Écosse sans avoir à contourner la côte nord. Les scientifiques supposèrent que ce canal était la seule connexion du lac avec l'océan. Cela signifiait que tout animal marin devrait traverser des écluses, des canaux étroits et des routes très fréquentées, une traversée impossible pour un être de grande taille. Si une créature géante vivait là, elle devait être un résident permanent. Et si elle était permanente, les scientifiques croyaient qu'ils l'auraient déjà trouvée. Des décennies d'observations, mais aucune preuve. En 1933, une nouvelle route fut inaugurée le long de la rive nord du lac Ness, et avec elle arrivèrent les observations, les rapports sur des coups longs, des créatures à plusieurs bosses et des sillages étranges dans l'eau explosèrent. Les gens décrivaient des formes serpentines glissant sur le lac. La plupart des rencontres se produisaient entre avril et octobre. L'hiver apportait le silence. Aucune explication ne tenait. Si quelque chose y vivait de manière permanente, pourquoi cette disparition saisonnière? Puis vinrent les photos. Certaines, comme la célèbre photographie du chirurgien de 1934, trompèrent le monde, jusqu'à ce que des décennies plus tard, il soit révélé qu'il s'agissait d'un montage. Mais d'autres ne pouvaient pas être écartées si facilement. Des formes floues, des ondes inhabituelles et des silhouettes captées par des personnes n'ayant rien à gagner. Les recherches axées avec sonar commencèrent dans les années 1950. Parfois, des objets rapides à grande profondeur apparaissaient dans les échos sonores pour ensuite disparaître. L'opération DeepScan de 1987, l'effort sonar le plus ambitieux jamais tenté, enregistra 3 contacts à une profondeur comprise entre 120 et 180 mètres, solides, pas des poissons ni des débris, mais ils disparurent aussi vite qu'ils étaient arrivés. L'étude de haute résolution de la BBC en 2003 ne trouva absolument rien. Chaque tentative échouée intensifiait le mystère. Les observations apparaissaient et disparaissaient, les signaux sonars surgissaient, puis se dissipaient. Il n'y avait ni corps, ni os, ni preuve concluante. La question prenait de plus en plus de poids. Comment est-il possible que quelque chose apparaisse pendant des décennies et ne laisse aucune trace permanente? Le mystère de l'ADN est le problème de la preuve négative. En 2019, une équipe de chercheurs se tourna vers l'ADN environnemental pour résoudre le mystère, une bonne fois pour toutes. Ils collectèrent des échantillons d'eau à travers tout le lac Ness, à la recherche de traces génétiques laissées par des poissons, des amphibiens, des bactéries et tout autre organisme. La grande majorité des découvertes correspondaient à des espèces connues, des truites, des anguilles, des micro-organismes. Rien de massif, rien de monstrueux. Cependant, quelques fragments ne s'adaptaient pas parfaitement. Ce n'étaient pas des anomalies totales, mais suffisamment étranges pour attirer l'attention. Pourrait-il être des échantillons dégradés d'animaux peu communs, une contamination croisée? L'équipe ne put l'affirmer, mais sa conclusion était claire. Il n'y avait aucune preuve d'une espèce inconnue résidant de façon permanente dans le lac. Néanmoins,
Ils ne purent écarter la possibilité de visiteurs occasionnels, et c'était le problème. Les résultats négatifs ne prouvaient que rien d'inhabituel ne se trouvait au moment exact de la collecte des échantillons, pas que rien n'était jamais entré dans les eaux du lac. Les données contredisaient les récits des témoins, des détections sporadiques dans le sonar, mais aucune présence constante, des observations saisonnières, mais aucune trace d'ADN tout au long de l'année. Rien ne concordait, à moins que la créature ne soit pas toujours là. Mais comment quelque chose d'aussi grand que pour faire réagir le sonar pouvait-elle se glisser dans le lac Ness sans que personne ne s'en aperçoive? Le satellite qui a tout changé. Lancé à la fin de 2024, un satellite de l'Agence spatiale européenne équipé d'un radar à ouverture synthétique commença à cartographier des structures géologiques à travers l'Europe. Son objectif n'était pas les monstres, mais les aquifères souterrains, l'activité tectonique et les cavités cachées. Cependant, en survolant les Highlands écossaises, quelque chose d'inattendu surgit sous le lac Ness. Le docteur Octavian Drask, géophysicien de l'université d'Oslo, examinait les données lorsqu'il détecta des anomalies. Un réseau de cavités sous le lit rocheux du lac s'étendant vers le nord, en direction de la côte. Au début, il pensa qu'il s'agissait de formations naturelles, comme des grottes de calcaire ou d'anciens tubes de lave, mais leur disposition était inhabituelle. Ce n'étaient pas des dépôts isolés. Ils formaient un chemin continu. Les nacelles et les tunnels s'étendaient sur près de 32 km et reliaient le fond nord du lac Ness au fjord de Moray, une entrée de mer près d'Inverness. Si ces passages étaient été réels, ils évitaient complètement le canal de Calédonie. Ses collègues se montrèrent sceptiques. Si de tels tunnels existaient, l'eau salée se mélangerait à celle du lac. Cependant, ce n'était pas le cas. Le lac Ness restait d'eau douce. Drask proposa une théorie. Les tunnels se trouvaient sous le niveau de la mer. Grâce aux marées, les différences de pression permettraient le passage d'animaux marins sans que l'eau salée n'inonde le lac. Pour le vérifier, des scientifiques de l'université d'Édimbourg installèrent des capteurs dans le bassin nord du lac. Pendant 3 semaines, ils détectèrent des pics de salinité, minimes mais réels, qui coïncidaient avec les marées du fjord de Moray. Les tunnels existaient et surtout ils étaient ouverts. Le passage secret de l'Écosse. Les implications étaient stupéfiantes. Les tunnels ne restaient pas ouverts toute l'année. Ils réagissaient aux marées et aux conditions saisonnières. Lorsque les marées des équinoxes s'alignaient avec le niveau du lac, les différences de pression créaient de brèves fenêtres de temps par lesquelles la faune marine pouvait traverser, sans être détectée, entre le lac Ness et la mer. Ces points d'accès s'ouvraient principalement au printemps et à l'automne, reflétant exactement le modèle saisonnier des observations enregistrées. Un lac d'eau douce que l'on croyait auparavant complètement isolé de l'océan, sauf par son canal artificiel, révélait maintenant un ancien portail caché. Les scans radars indiquaient que les zones les plus étroites du système de tunnels mesuraient encore environ 4,5 mètres de large, un espace suffisant pour abriter des créatures marines de grande taille. Tout à coup, l'impossible devenait plausible. Les baleines étaient trop grandes, mais les requins, les anguilles géantes, les morues de grande taille et d'autres espèces des profondeurs pouvaient passer par ces ouvertures. Si ces animaux découvraient la route ou héritaient de ce savoir à travers les générations, ils pourraient migrer saisonnièrement vers le lac, se nourrir sans être dérangés dans les profondes eaux glaciales et retourner à la mer sans laisser de traces. Les découvertes de Drask redéfinirent complètement le mystère. Il ne s'agissait pas d'un lac avec un survivant préhistorique piégé. C'était une fosse glaciaire sombre connectée à l'océan à travers une géologie millénaire. Une qui s'ouvrit juste assez et le temps nécessaire pour laisser entrer quelque chose. Et si ce quelque chose était entré pendant des siècles? Alors, le mystère du lac Ness ne concernait pas ceux qui y vivaient de manière permanente, mais ceux qui le visitaient sans être vus, et s'en allaient toujours avant que l'histoire ne puisse le rattraper. Les candidats à la créature. Avec les tunnels confirmés, l'attention se tourna vers les visiteurs les plus probables. La docteure Cecily Marwick, biologiste marine d'Aberdeen, examina des décennies de rapports d'observation. La plupart décrivaient un mouvement lent et ondulant, des bosses glissant juste sous la surface et de rares émergences à l'extérieur, des caractéristiques plus proches de grands poissons ou de requins des profondeurs que de monstres serpentins. Une espèce se démarqua, le requin de Groenland. Ces énormes prédateurs habitent les eaux profondes et froides de l'Atlantique Nord et peuvent atteindre plus de 6 mètres de long. Ils vivent pendant des siècles. Ils se déplacent lentement et préfèrent des températures d'environ 5 degrés Celsius, les mêmes que dans le fond du lac Ness. Ce qui est
Le plus important, c'est qu'ils sont presque invisibles près de la surface. Leur peau gris foncé se fond dans les eaux teintées par la tourbe. Leur mouvement lent laisse à peine une traînée et, de plus, ils remontent rarement à la surface. Historiquement, aucun requin de Groenland n'avait été trouvé dans le lac Ness, mais il est vrai que personne ne les avait cherchés. S'ils utilisaient les tunnels de manière saisonnière, les recherches sonars traditionnelles et les études d'ADN environnemental auraient facilement pu les manquer. Et ces étranges échantillons d'ADN de 2019 qui ne correspondaient à rien, ils pourraient avoir été des restes dégradés de quelques visiteurs temporaires. Parmi les autres suspects figuraient le requin dormeur, la morue géante et même des esturgeons de taille inhabituelle. Chacune de ces espèces pourrait expliquer les observations. Et contrairement à l'idée d'un survivant préhistorique, il s'agissait d'animaux connus, juste jamais imaginés dans cet environnement. La clé n'était pas dans ce que le lac pouvait abriter de manière permanente, mais dans ce qu'il pouvait recevoir temporairement, juste assez longtemps pour que quelqu'un puisse apercevoir quelque chose et se demander ce qu'il venait de voir. La mission d'automne. Pour tester la théorie, Marwick et son équipe obtinrent des financements pour une expédition audacieuse. En septembre 2025, pendant la période de marée prévue pour l'équinoxe, ils déployèrent 3 véhicules sous-marins autonomes de dernière génération, chacun équipé de sonars, de caméras et d'outils de prélèvement. Leur objectif était de localiser les entrées des tunnels, d'y pénétrer et de documenter tout ce qui se déplacerait à l'intérieur. Le 23 septembre, le drone principal descendit à plus de 210 mètres de profondeur près de l'extrémité nord du lac. Utilisant des coordonnées obtenues à partir de données satellitaires, il localisa une ouverture dans le lit rocheux de 6 mètres de large sur presque 4 de haut. L'eau s'écoulait vers l'extérieur. Le tunnel était ouvert. À mesure que le véhicule s'enfonçait, la visibilité diminuait. Des murs de roches millénaires bordaient le passage, façonnés par des éons de courant et d'érosion. Après avoir parcouru 3 kilomètres, le sonar détecta quelque chose bloquant le chemin. Le drone avança lentement, et sa caméra captura la silhouette d'un énorme requin, sombre, immobile et indiscutable. Mesurant 5 mètres et demi de long, il reposait sur le fond du tunnel sans presque réagir. C'était un requin de Groenland. L'appareil manœuvra autour de lui et poursuivit son chemin. Au cours des 10 kilomètres suivants, il enregistra plusieurs spécimens. Certains entraient dans le lac, d'autres sortaient. Ils utilisaient les tunnels comme prévu, migrant selon la saison à travers ces anciens passages. Ce qui était le plus surprenant, c'est que les drones documentèrent des anguilles géantes et des morues de l'Atlantique de grande taille, des espèces jamais identifiées auparavant dans le lac qui naviguaient maintenant à travers les tunnels. Ce n'était plus seulement une théorie. Le tunnel était réel, les créatures étaient réelles, et pour la première fois. Le lac Ness avait été découvert en flagrant délit, révélant l'origine de presque un siècle de mystère. Les pièces s'assemblent enfin. Tout à coup, tout prit sens. Les observations ne concernaient jamais un dinosaure caché ou une bête mythique. Ce n'étaient en dansé que des aperçus partiels et fugaces de créatures marines réelles utilisant une route secrète que la science venait de découvrir. C'est ces contacts sonars qui apparaissaient et disparaissaient. Ces animaux n'étaient jamais statiques, ils étaient simplement de passage. Les études d'ADN environnemental n'avaient pas échoué. Elles avaient simplement capturé des fragments de visiteurs transitoires, pas d'une population résidente. Le modèle saisonnier qui avait déconcerté les chercheurs pendant des décennies correspondait maintenant parfaitement aux périodes d'accès au tunnel. Les marées de printemps les apportaient, celles d'automne les renvoyaient chez eux. Même les faux photographiques et les récits exagérés ont joué leur rôle. Ils ont troublé les eaux, c'est vrai, Vaudrey. Mais sous tout ce bruit, il y avait toujours une trace de vérité. Les gens ont vu quelque chose. Et maintenant, pour la première fois, ce quelque chose avait un nom. Requin de Groenland, anguille géante, morue de dimensions démesurées, espèce connue utilisant un couloir inconnu. La légende du monstre du lac Ness ne s'était pas effondrée. Elle avait évolué. Ce qui était autrefois une spéculation sur des cryptides s'est transformé en biologie marine. Le mystère n'a pas été détruit. Il a été déchiffré. Et le lac Ness, qui a toujours été considéré comme un système fermé d'eau douce, s'est révélé être partie intégrante d'une route migratoire cachée. Un chemin qui s'était resté indétectable sous 32 km du lit rocheux écossais, jusqu'à ce que le radar d'un satellite révèle l'histoire que le lac avait gardée pendant presque un siècle. La recherche du monstre du lac Ness n'a jamais été vaine, elle se faisait simplement dans la mauvaise direction. Pendant 90 ans, les gens ont cru que le lac cachait un secret.
Ils avaient raison, mais il ne s'agissait pas d'un survivant préhistorique congelé dans le temps, mais de quelque chose de bien plus réel et en même temps plus troublant. Ce n'étaient pas des créatures de fantaisie, mais des animaux réels qui migraient par des tunnels dont l'existence était inconnue, glissant sous le radar, se nourrissant dans l'ombre et disparaissant avant que quiconque ne puisse prouver leur présence. Le mythe a perduré parce qu'il avait une base réelle. La science n'a pas tué le mystère, elle a révélé la vérité qui le sous-tendait. En le faisant, elle a donné au Lac Ness quelque chose de bien meilleur qu'un monstre. Un aperçu de combien nous ignorons encore sur notre monde, jusqu'à ce que nous regardions plus profondément et posions la bonne question.